Eh Bonjour. Je vérifie la caméra tout de suite, c'est important. Je vérifie les informations qui s'affichent à l'écran, c'est important. A priori, on est prêt. On est prêt, hein, incroyable. Et merci Kylian pour le resub depuis l'arrêt de tram, incroyable. Alors, il s'agit de mettre les oiseaux pour se sentir comme à la maison. Alors je voulais commencer par une petite chanson qui parlait de l'été indien, hein, évidemment. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Parce que, en effet, on va parler météo, hein, parce que c'est le plus important dans la vie, c'est la météo, et ça me semblait être une bonne façon de commencer ce live. Mais en fait, je vais plutôt commencer par vous dire bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne rentrée, bonne matinale, bon réveil, bon café. C'est effectivement un générique Seldemar que tu as vu, c'est encore un générique en cours de finition, hein. Il y a une trentaine de détails à régler environ, mais pourquoi Rip Joe? Un détail à régler, mais nous progressons sur la voie de la complétude des émissions sur Acropolis. Et un grand merci à Céline pour son resub. Et bonjour Sylvain, bonjour Acropolis, bonjour le stream, la France, le monde et les 2 étoiles évidemment. Bonjour Céline, n'oublions pas que nous sommes champions du monde, ma gueule. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ah, RIP Jodassin, ah bah oui, non mais ça fait quelques années que Jodassin est décédé. Euh, je manque à tous mes devoirs. Bonjour Mazu, bonjour Zigototo, et bon matin à toi. Bonjour Kylian, bonjour Salnemer, bonjour MMU, bonjour Yezil. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore écrit dans le chat, à qui il ne manque que la parole. Bonjour Charles. Oui, les 2 étoiles, évidemment, Kylian. Il ne faut pas oublier que depuis la dernière matinale, on a gagné une Coupe du Monde et on est devenu. Kevin Mayer est devenu ce week-end champion recordman du monde de décathlon. Rien à voir avec l'enseigne du même nom. Bonjour Yuki. Hein, évidemment, la modération est présente. C'est important. On embrasse Perceval, dont la tasse est toujours présente pour le matin. J'ai juste oublié d'arracher du café, donc je ne ferai pas du café pression ce matin. Je ne sais pas si je continuerai à faire du café pression, du café, vous savez, à piston là. On verra. Ça me semble pas être la priorité des priorités. Et bonjour Théo. Alors, est-ce que le tweet a fonctionné? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés par le tweet? Est-ce que vous l'avez tous retweeté? C'est la vraie question qui... Oui, ASMR Café évidemment. C'est la vraie question qui embrase un petit peu toutes les saveurs du matin. Alors attention, ça démarre parce que tu risques d'être un peu choqué par ce qui va se passer juste après, mais je ne vous en dis pas plus. On a un petit peu travaillé, surtout Kylian à vrai dire, et MeMu, pour vous préparer. Hop, on retweet, on est en live, super. Pour vous préparer une émission de qualité. Et bonjour, bonsoir, monsieur Dark Bichon, déjà réveillé, incroyable. Pourtant t'as pas fait de la rentrée, c'est bizarre. Et merci Maxime Aloum pour ce resub. On est sur un lyrisme peu contenu ce matin, absolument Yuki. Le lyrisme, c'est la vie. Alors, rendez-vous à Pôle emploi, terrible, Dark Bichon, bon courage. Force et robustesse. Mais Sylvain a chapeauté ça d'une main du maître. Alors moi j'ai passé le week-end à la campagne, pendant que l'équipe de rédaction cravachait pour obtenir des résultats exceptionnels que vous allez pouvoir découvrir ce matin. Alors, je vais mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la mise en place. Et je vous laisse réfléchir à la phrase que je viens de prononcer, qui est d'une qualité évidemment exceptionnelle. La beauté de la rentrée d'un Sylvain estival nous apporte ce lyrisme Yuki. Putain, c'est beau. Alors que Kylian a passé 2 jours et une soirée dessus, minimum. Et il est repassé dessus ce matin en plus. Incroyable. Alors, il est 8h05. Il faut que je reprenne l'habitude de donner l'heure, parce que l'heure, c'est important. Et attention, les yeux, ça va changer, parce que le changement, c'est maintenant, comme dirait François. Une citation que je reprends au jeu FIFA 17, qui nous a surprise le jour avec Adrien.
Je vous passe les détails de la vie secrète d'Acropolis. Et nous passons au nouveau setup. Incroyable. Voilà, nouvel overlay, nouvelle installation. C'est encore en cours de construction. C'est un peu vide sur les côtés, sur le dessous. Le dessous, vous allez avoir les alertes. Donc quand vous allez faire un don, faire un sub, faire un follow, vous verrez les alertes. Et sur la gauche, pour l'instant, pas grand chose. Pour le moment. Alors pourquoi ça fait ça? C'est pas terrible. Hein, c'est parce que j'ai pas fini mon travail, évidemment. Alors, voilà. Tout de suite le sommaire, les titres du jour. Voilà, je vous laisse découvrir le texte. Célan qui tente une petite blagounette dans le chat. Incroyable. Alors évidemment nous commencerons par la météo, encore une fois la météo fondamentale, surtout en période d'été indien, hein, comme à peu près tous les ans finalement. On dirait la première page d'un PowerPoint, et ben c'était très précisément la première page d'un PowerPoint mes yeux. On n'est pas encore sur le travail graphique, on est plutôt sur la construction, et on va progresser d'émission en émission. On a déjà noté 2-3 petites améliorations pour la suite, mais là on est déjà sur une base qui semble assez solide. Le but c'est que, comme avant, vous ayez toujours accès au texte, que vous puissiez suivre, pour ceux qui peuvent écouter, pour ceux qui ne peuvent pas écouter parce qu'ils sont en cours, ils vont pouvoir lire. Non, il ne faut pas regarder Acropolis quand vous êtes en cours. Oubliez ce que je viens de dire. Mais voilà, pour ceux qui sont dans les transports, qu'il y a trop de bruit, vous pouvez suivre avec le texte. Si vous manque des informations, si je ne suis pas clair, si je n'articule pas, vous avez toujours accès aux informations et on pourra même vous partager le document. Évidemment, les sources seront partagées dans la description de la vidéo YouTube Acropolis Replay, à laquelle vous êtes évidemment déjà tous abonnés. Et un grand merci pour le Prime Théo Van Horn. Ça manque d'une photo de petit-déj des années 90. Mais non. Il suffit de prendre en photo ton petit-déj, Yuki. Donc, les titres du jour. La météo, comme à l'accoutumée finalement, les actualités nationales suivies des actualités internationales. On va essayer chaque semaine d'avoir un dossier où on prendra un peu plus de temps, un dossier qui nous semble important, un dossier chaud, un dossier d'actualité sur lequel on va aller un peu plus loin que simplement l'actualité. Cette semaine pour l'actualité nationale, c'est le GCO dont on a entendu parler il y a une semaine notamment, le grand contournement ouest de Strasbourg, un projet de rocade où une ZAD a vu le jour, une zone à défendre, et on va essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet autoroutier qui pose 2-3 soucis à la politique locale et à l'environnement local aussi. Dans les actualités internationales, on a le dossier de la semaine, c'est l'article 7 qui a été déclenché pour la Hongrie de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est un processus qui commence seulement, et on va voir qu'il ne va pas se passer grand-chose pour le moment. Évidemment, pour le GCO, pour le contournement ouest de Strasbourg, nous aurons un envoyé spécial qui nous a fait un reportage de qualité, à savoir Kylian. Et bonjour Gatwick. Si je me fais coller par ma prof car je regarde le live, tu feras un mot pour ma prof je ferai même une vidéo pour ta prof, Célan. Je déclare aujourd'hui officiellement, solennellement c'est mieux. Je déclare solennellement Célan digne de regarder Acropolis pendant les cours. Voilà, tu peux envoyer ça à ta prof et ça passera. Le jour où tu apprends que Kylian est devenu un hippie zadiste. Kylian, qui est un grand professionnel du journalisme qui a fait une investigation sur le terrain, même si j'ai supprimé 2-3 phrases de son texte. Il comprendra ce que je veux dire. Bonne rentrée à toi également, mon cher Gatwick. Actualité scientifique. Nouveauté. Encore une nouveauté, et c'est pas fini. Dans les actualités scientifiques, je ne serai plus l'orateur des actualités scientifiques, mais je ne vous en dis pas plus. Surprise. Vous remarquerez l'absence de chronique dans cette liste de titres du jour, dans ce sommaire finalement. Pourquoi? Très simplement parce que nous ne sommes pas prêts. La rédaction présente ses excuses à son public, et nous vous retrouverez prochainement les chroniques qui ne seront plus assurées par Nibal, que l'on remercie chaleureusement, mais qui a souhaité, pour des raisons qui m'échappent, passer plus de temps en famille le week-end. Je ne comprends pas ce concept, mais
Ça doit être une spécificité danoise, j'imagine. On le remercie grandement pour toutes les chroniques et toutes les ouvertures de points de vue qu'il nous a offert l'an passé. Et je l'espère, à partir de la semaine prochaine, nous retrouverons de nouveau des chroniques avec des chroniqueurs, non pas un, mais deux. Voilà, c'est le comédien qui exprime avec les émotions de son visage ce qu'il va se passer prochainement et l'intrigue, finalement, le suspense, le secret. Voilà. On passera ensuite à la programmation avec la gazette du dernier jour de la semaine, le programme parlementaire, le programme d'Acropolis, et on s'embrassera cordialement, sachant que dans toute cette période-là, il y aura plusieurs annonces, notamment une que je ne peux pas vous faire avant 9h parce que contractuellement je n'ai pas le droit. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Bref, 8h11, il serait temps de passer à la météo. La météo de la semaine, présentée par Acropolis. Alors, cette semaine, il va faire beau et il va faire chaud, mais surtout aujourd'hui. Alors, nous avons fait des extraits du site Météo France, hein, évidemment, afin de ne pas perdre de temps à passer sur chaque onglet, sur chaque navigation, et de manière très professionnelle pour rendre plus fluide cette présentation. Nous avons donc un ciel dégagé, un ciel ensoleillé sur l'ensemble de... sur le... la métropole française finalement, à part la Corse qui est concernée par des orages ce matin, et les Alpes de Haute-Provence, enfin le sud des Alpes quoi, bref, où il y aura quelques averses cet après-midi. Mais globalement on est quand même sur un beau soleil toute la journée, il fait un peu frais ce matin, faites attention en sortant de chez vous, mais vous allez cuire cet après-midi, profitez bien des terrasses. Encore une soirée qui va s'amuser, qui va s'annoncer arrosée. Mais pas par le ciel. Vous l'aurez compris, la petite blagounette. Et bonjour Raven. Bon retour. Sous le soleil, exactement sous le soleil, Célène. Absolument. Eh bien, bonne journée à toi, Mazu. Je ne peux rien vous dire à part que je ne peux rien vous dire. Oui, effectivement, Kylian a beaucoup écrit, donc je vais un petit peu accélérer cette émission. Les températures, hein, 30 degrés à Biarritz, ce sera la maximale de la journée. Il fera entre 29... Non, il fera 29 degrés à Dijon. Question que tout le monde se posait. On a également ajouté les territoires d'outre-mer. Alors, je présente mes excuses aux territoires d'outre-mer qui ne sont pas encore présents. Nous avons confondu vitesse et précipitation dans la préparation de cette émission. Cela sera résolu dans les prochaines émissions. Je vous prie de me pardonner, par exemple, les habitants de Mayotte, par exemple. Donc, sur la Réunion, c'est plutôt du beau temps. Martinique, Guadeloupe, on est sur un ciel calme, donc c'est plutôt sympa, hein, finalement. Et sur la partie sud de la carte, le bas en fait de l'écran, hein, finalement, la Polynésie française, on est plutôt sur de l'averse. En Guyane également. Et en Nouvelle-Calédonie, le temps est un petit peu mitigé, un petit peu tiraillé finalement entre deux options, plutôt nuage, plutôt soleil. Il sait pas tellement se placer. Et donc aujourd'hui, ce sera mitigé, hein, finalement, en un mot commençant. Et bonjour The 25, bam, bienvenue. Demain, une perturbation va arriver sur la France, mais va passer assez rapidement et a priori ne sera pas très active. Elle va traverser surtout la moitié nord du pays, assez rapidement visiblement. Les températures resteront quant à elles toujours élevées, à noter qu'elles seront plus élevées le matin que l'après-midi. Un phénomène bien connu des automnaliers. Un mélange entre matinalier et automnal. Sachant qu'on est encore en été, ça n'a aucun sens ce que je raconte. C'était juste pour voir si vous suiviez. En outre-mer, on est sur plutôt du soleil à la Réunion et plutôt un temps mitigé du côté de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Polynésie française. La Guyane sera partagée à l'est plutôt du soleil, à l'ouest plutôt de la pluie, avec des températures assez chaudes quand même. En même temps, c'est un climat assez classique pour la Guyane. Et la Nouvelle-Calédonie, à nouveau tiraillée entre deux tendances. Le sud plutôt ensoleillé, le nord plutôt grisâtre. Les autoneux, les autonistes, les automobilistes... Pardon, j'arrête de me laisser distraire par des personnes mal intentionnées du chat.
Mercredi, des nuages seront bien présents sur la carte de la France, sur le territoire français. Quelques averses du côté de l'ouest, mais ce seront des averses plutôt éparses. La Corse sera également touchée par des averses. Et globalement, c'est du côté du couloir rhodanien, c'est-à-dire autour du Rhône. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques fluviaux en France. Ainsi que sur le pourtour méditerranéen que nous aurons le plus beau soleil. Mercredi, les températures seront un petit peu plus basses qu'en ce début de semaine. Mais on reste sur une météo quand même assez estivale tout de même. Ce qui tombe bien puisque nous sommes toujours en été, je le rappelle. Et bonjour le Lamentin pédestre, bienvenue. Du côté de la météo en Outre-mer, la tendance reste pareille à celle de mardi, si ce n'est qu'en Nouvelle-Calédonie, ça se dégage au niveau du ciel. Un peu plus de soleil en Guyane, à l'est, un peu moins à l'ouest. Et la Polynésie française qui s'enfonce dans les nuages gris. Pas terrible. Jeudi, avec un indice de confiance de 3 sur 5, ce qui est bien, mais pas top, la France sera coupée en deux, entre le nord-ouest, côté Bretagne, Normandie, Nord, et on va jusqu'à Nantes. Je vous laisse interpréter la relation Bretagne-Nantes, cela ne me regarde pas. Avec du soleil sur la France, sauf sur cette façade nord-ouest, qui sera plutôt ennuagée, finalement, avec des averses sur la pointe de la Bretagne et de la Normandie, ainsi que sur la pointe sud-est, du côté de Nice, du côté de la région qui n'existe plus, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en touchant la Corse, à nouveau sur des températures plus chaudes le matin que l'après-midi, on est habitué. La France sera coupée en 2 étoiles. Excellent. Pour ceux qui ont des suggestions pour améliorer le dock, n'hésitez pas à nous le dire, on est preneur absolument. Kylian, tu fais bien de me le rappeler. Le dock et le stream en général d'ailleurs. À part changer de streamer, à ce moment-là on refusera de prendre toute remarque. Mais autrement, on est assez ouvert d'esprit globalement. Sur les territoires d'outre-mer, la Guyane sera enfin épargnée par la pluie jeudi. La Réunion sera toujours plutôt ensoleillée avec des nuages qui vont quand même couvrir pas mal le sud de l'île. La Guadeloupe retrouve également le soleil, malgré de nombreux passages nuageux. La Nouvelle-Calédonie sera exactement comme la Guadeloupe, alors que la Polynésie française, je vais essayer de parler correctement, sera concernée par de grosses averses. Vendredi, la France sera coupée en... Je vais peut-être pas la faire à chaque fois. On est sur un temps plutôt nuageux avec une bande pluvieuse qui va du sud-ouest jusqu'à la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté, sans toucher la Bourgogne évidemment parce qu'on ne touche pas la Bourgogne. Le pourtour méditerranéen retrouvera le soleil et ça concernera toute la journée, alors que la dépression pluvieuse ira légèrement vers le sud en touchant par exemple Avignon, pour ne citer qu'elle. Et les nuages laisseront place à un beau soleil sur la côte ouest de la France. Résumé de la semaine, la France sera coupée en deux. Résumé de beaucoup d'élections françaises, la France sera coupée en deux. Au passage. Météo outre-mer, temps à peu près similaire à jeudi, alors que la Polynésie française se verra un peu d'accalmie finalement dans les averses qui la touchent, et la Guyane retrouvera des averses par contre sur l'ouest de son territoire. Mes profs de géo doivent être très fiers de moi, que d'émotion. Ouais, enfin ça fait quand même plusieurs fois que je fais la météo, c'est pour ça que je commence à situer à peu près les trucs. Mais c'est pas évident. Avec un indice de confiance de 2 sur 5, ce qui est pas terrible. La météo de samedi, grand soleil, sauf sur la côte de la Manche. Finalement, ça se dit pas la côte de la Manche, mais autour de la Manche, on est plutôt sur un temps nuageux, voilà, qui sera plus français. Et toujours dans le sud des Alpes, quelques averses pour chagriner un peu la carte ensoleillée, avec un week-end qui s'annonce tout à fait sympathique, bien que plus frais, puisque nous serons en automne à ce moment-là. J'accélère un petit peu, parce qu'il est quand même déjà 8h20, et donc il s'agirait d'avancer.
La Martinique retrouve enfin un peu d'accalmie après une série d'averses toute la semaine. C'est intéressant pour ce territoire. Globalement, on sera sur un temps plutôt sec sur l'ensemble des territoires, à part la Polynésie qui sera à nouveau concernée par des averses et des orages, de même que la Guyane à son ouest. Pour le reste, c'est des passages nuageux sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et enfin, dimanche, avec des cartes actualisées ce matin par notre envoyé reporter Kylian. Grand soleil partout, sauf autour de la Manche et dans le nord du côté de l'île. Et des températures qui seront comme la veille, bien. Moi franchement, des températures comme ça me convient. Ça me permet de passer la journée à geeker sur mon PC, voilà. C'est dit. 8h21. On termine avec les Outre-mer que j'ai failli oublier. C'est un scandale. Plutôt du soleil sur la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi que sur la Guyane sauf à l'ouest. La Nouvelle-Calédonie sera bien nuageuse et la Polynésie française coupée en deux. Ce sera la thématique finalement de cette météo hebdomadaire. Alors, je vais boire un peu de café avant d'enchaîner sur les actualités nationales. Parce que je vais beaucoup parler. Kylian a été prolixe, le Gaulois réfractaire. Et mon café est froid, c'est absolument fantastique. Alors, actualité nationale, voilà la présentation de comment ça se présente. Nous allons vous proposer donc des textes un peu comme l'année dernière. Et on commence les actualités par le plan pauvreté, qui a été présenté par Emmanuel Macron jeudi dernier. Et Kylian n'a pas ajouté la source de l'illustration, on lui pardonnera, ce sera corrigé dans la rediffusion YouTube, je m'y engage solennellement. Alors, annoncé l'an dernier, repoussé avant l'été, puis à la rentrée, le plan de lutte contre la pauvreté est très attendu, annoncé lors d'un discours au Musée de l'Homme à Paris. La stratégie s'orienterait donc surtout sur l'avant-aide sociale, à savoir la prévention pour ne pas tomber dans la pauvreté, et sur l'après, c'est-à-dire comment permettre aux gens de quitter la pauvreté, notamment via l'insertion dans l'emploi. Vous vous souvenez de cette vidéo qui a tourné cet été sur les réseaux sociaux de Emmanuel Macron, qui parlait d'un pognon de dingue par rapport aux aides sociales, et qui ne sortait pas les gens de la pauvreté, contrairement à ce qu'elle devrait faire selon ses objectifs, selon ses envies. Le plan vise à lutter contre la pauvreté dès le plus jeune âge, à savoir des aides à la garde d'enfants, un objectif de 30 000 créations de places en crèche d'ici 2022, les petits déjeuners dans les écoles, en sachant que 200 à 300 000 enfants au moins seraient repérés comme étant en difficulté alimentaire. L'idée, c'est de permettre aux enfants d'avoir un petit déjeuner complet le matin pour pouvoir être en forme et suivre les cours comme les enfants des classes moyennes ou des classes plus aisées, et de ne pas avoir ce déficit dès la petite enfance, que tout le monde soit dans les bonnes conditions physiologiques pour suivre à l'école, et qu'il n'y ait pas cette discrimination dès le début. C'est l'objectif. Ce serait pas aussi beau si c'était moi qui avais dessiné. Il y a également des aides pour les 16-25 ans. 6,5 millions de jeunes sont en situation de pauvreté en France. Alors pour éviter cela et qu'ils se retrouvent sans rien à faire à partir de 16 ans, une obligation de formation sera développée, ainsi que la garantie jeune. Alors je vous passe les guillemets, je vous laisse lire en même temps. Ce dispositif combine pour les 16-25 ans une allocation jusqu'à 461,72 €, des stages et missions et du coaching pour s'adapter au mieux à l'entreprise. 200 000 contrats aujourd'hui à 500 000 contrats qui seront budgétés d'ici la fin du quinquennat. Et bonjour Arthurus. C'est l'âne qui rebondit sur l'histoire du petit déjeuner avec le débat qui a... Je cherche le terme, je perds mes mots, c'est terrible, terrible. J'ai l'impression d'être Zoldru et c'est insupportable. Zoldru qu'on embrasse, évidemment. La question, le débat qui est apparu, notamment sur les petits déjeuners, c'est on préfère donner des petits déjeuners à des enfants plutôt que de donner les moyens aux parents de servir un petit déjeuner aux enfants. Chacun se fera son opinion sur comment ça marche, les responsabilités, etc., etc. Et je vois que le bot sur Discord n'a pas annoncé mon live, c'est absolument terrible, donc je vais m'empresser de corriger cela
en continuant de lire le texte parce que je suis polyvalent. Alors, l'insertion par l'activité économique, préférée au contrat aidé. Au-delà de l'insertion, vous vous souvenez de la suppression des contrats aidés qui avait marqué le début du quinquennat Macron. Au-delà de l'insertion des jeunes, tous les demandeurs d'emploi de tous âges pourront découvrir un type de contrat amené à évoluer, l'IAE, l'insertion par l'activité économique, en entreprise ou dans des associations et en partie subventionnée par l'État. 100 000 contrats supplémentaires seront créés d'ici la fin du quinquennat pour une méthode d'insertion qui mêle salaire au moins équivalent au SMIC, formation et tutorat pour réapprendre à s'adapter au marché du travail. Par ailleurs, et ça c'est une petite précision que je me permets d'apporter, l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée est étendue à 50 nouveaux territoires. Je prendrai le temps de vous en parler un autre jour de cette expérimentation qui me semble assez intéressante dans sa démarche. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rechercher ça sur internet, vous aurez plein d'informations à ce sujet. Alors, la matinale a commencé. En fait, j'ai pas pu faire deux choses à la fois, hein, évidemment. Mais je voulais au moins finir le plan pauvreté avant de écrire ce texte. La matinale a commencé et vous n'êtes toujours pas sur le live. Point d'interrogation. Incroyable. Point d'exclamation. Rendez-vous. Venez vous faire pardonner sur twitch.tv/acropolis. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à marquer twitch.tv/cladus, qui n'est pas tout à fait le projet. C'est grave si les parents n'ont plus les moyens de donner un petit déjeuner à leurs enfants. Et ben figure-toi, Jazangus, que c'est le cas plus souvent qu'on ne l'imagine. Il y a 200 à 300 000 enfants qui pourraient être concernés par ça. Ceci dit, ce serait égalitaire, tu prends tous les gosses et leurs parents, ils reçoivent tous la même éducation et les mêmes moyens. C'est la différence entre l'égalité, l'équité, etc., etc. Et bonjour Crash Roxy, bonjour tout le monde, les cerveaux bouillonnent déjà. Plus que jamais, ils sont de retour au bouillonnement, et après avoir passé 2 mois d'été à cuire sous les cheveux. Alors que Céline troll sur le Discord, on l'embrasse bien fort. Voilà, ça c'était le plan pauvreté, et il y a une deuxième partie, c'est bien ce qui me semble. Alors le constat a été fait récemment au sein des deux rapports sur les aides sociales et le RSA. Il y a un manque d'efficacité du RSA. 9 bénéficiaires sur 10 sont toujours au chômage un an après avoir demandé le RSA. C'est un peu, entre autres, ce que dénonçait Emmanuel Macron cet été. Et il y a également une inadéquation entre les aides distribuées et les besoins réels des personnes. Alors, le président de la République a donc annoncé la création d'un revenu universel d'activité à l'horizon 2020 qui regrouperait le plus grand nombre possible de prestations, RSA, aide personnalisée au logement, prime d'activité, etc., dans une même enveloppe. Ce revenu universel d'activité, qui n'a d'universel que le nom puisqu'il serait versé sous conditions de ressources, s'accompagnerait d'un contrat d'engagement réciproque qui permettrait aux bénéficiaires d'intégrer un parcours d'insertion leur permettant de retrouver un emploi. Un des critères qui a été avancé, c'est une arlésienne de la politique de l'emploi en France consistant à supprimer les aides si le demandeur d'emploi refuse 2 emplois considérés comme acceptables par l'administration. Est-ce que ça va être mis en place ou pas? Les critères sont encore à discuter. Et bonjour Didou, bonjour Friconelich. Oulala, c'est lundi, absolument. Et bonjour Raven. Pourquoi tu parles des cheveux? Ah oui, par rapport aux cerveaux qui ont cuit cet été. Habile. Côté santé, la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, ce qui permet de payer les frais qui ne sont pas remboursés par la Sécu de base. Et bonjour Kalawan. Elle devrait être élargie à davantage de monde. Ceux qui jusqu'à présent étaient juste au-dessus du plafond, c'est-à-dire 730 € par mois pour une personne seule pour bénéficier de cette CMUC, et qui n'avaient droit qu'à une subvention, l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, c'est-à-dire qu'on vous aidait à payer une complémentaire, était non réclamée dans un cas sur 2. L'ACS, la fameuse subvention. Cette population, au moins 1,5 million de personnes, bénéficiera à l'avenir d'une mutuelle à prix modéré en fonction des revenus et de la situation du ménage. Une mutuelle à 1 € par jour et par personne maximum, plafonnée donc à 30 € par mois. Une mesure pour permettre aux personnes en difficulté de mieux se soigner
si cela est possible. Et bon matin à toi Kylian, merci encore pour le travail de préparation de cette émission. Et enfin, le budget du plan pauvreté est évalué à 8,5 milliards d'euros sur 4 ans, dont 4 milliards iront à la revalorisation de la prime d'activité. Voilà pour le plan pauvreté. On a essayé de résumer les différentes annonces qui ont été faites. Au-delà du revenu universel d'activité, il y a quand même pas mal de choses qui ont été lancées et annoncées. Vous pourrez comprendre désormais un peu mieux peut-être, si vous n'étiez pas au courant de tout ce qu'il y a dans les enjeux, de tout savoir ce qu'il y a dans ce plan pauvreté, en tout cas un maximum d'informations. C'était le but. Deuxième actualité, c'est sorti ce week-end, le projet de redevance audiovisuelle pour tous. Je le rappelle, il est 8h31. Je le rappelle, la redevance audiovisuelle, c'est ce que vous payez avec votre taxe d'habitation si vous avez un téléviseur chez vous et que vous avez correctement rempli votre déclaration. Le problème, c'est que cette redevance audiovisuelle qui sert à financer l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France, Arte, l'INA, etc. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de... En fait, je suis en train de spoiler le texte. Il faudrait que j'arrête de faire ça, mais c'est pas grave. Il y a de moins en moins de téléviseurs dans les familles, dans les foyers, pardon. Et donc, année après année, il y a une grande crainte de la baisse de ce revenu qui est indispensable et qui est la ressource principale pour l'audiovisuel public, pour son fonctionnement. Alors, je vais lire le texte et je vais arrêter de spoiler tout le travail de Kylian. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, dont vous avez entendu parler cet été pour des histoires d'architecture, a annoncé vendredi vouloir réformer la contribution à l'audiovisuel public pour qu'elle soit déconnectée de la détention d'un téléviseur. Je souhaite qu'un débat soit ouvert sur la contribution à l'audiovisuel public pour la moderniser et l'adapter aux nouveaux usages numériques, a indiqué la ministre lors du festival de la fiction audiovisuelle de La Rochelle. C'est une question de rendement et d'équité, et elle doit être abordée sans tabou, a-t-elle souligné. Cela vise à s'adapter au changement d'usage des téléspectateurs dont beaucoup se passent de téléviseurs mais consomment des programmes audiovisuels sur d'autres types d'écrans. L'objectif est que cette réforme soit adoptée dans le projet de loi de finances 2020 qui sera présenté dans un an. Alors pourquoi dans un an? Parce que la réforme de l'audiovisuel public est prévue pour 2019. Et donc, entre autres, et aussi pour la taxe d'habitation dont on parle juste après. Et voilà pourquoi on commence à en parler maintenant pour le prévoir dans un an. Et aussi pour habituer la population à l'idée de payer plus sans augmenter les impôts. La contribution à l'audiovisuel public, plus connue sous l'ancien nom de redevance télé, est liée à la détention d'un téléviseur et prélevée en même temps que la taxe d'habitation. Françoise Nyssen avait déjà évoqué la perspective d'une réforme de cette contribution, notamment au vu du projet de suppression à terme de la taxe d'habitation. Et l'évolution de la redevance audiovisuelle a été aussi proposée et évoquée par François Hollande en 2014, mais ça n'avait pas été jusqu'au bout. La taxe d'habitation court jusqu'en 2020 pour certains ménages, ce qui fait que nous avons jusqu'à la fin du quinquennat pour réfléchir à un système nouveau qui ne prévoit aucune augmentation d'impôts et qui permettra sans doute de moderniser le prélèvement de la redevance, a détaillé Gérald Darmanin. Les acteurs de l'audiovisuel public sont eux-mêmes demandeurs d'une modernisation. L'ex-patron de Radio France, Mathieu Gallet, avait ainsi proposé qu'elle soit élargie à tous les foyers fiscaux, mais en réduisant légèrement son montant, à savoir de 139 € actuellement. D'autant que les streamers ont droit à des sous qui viennent de l'audiovisuel, si je ne me trompe pas, du coup ça me semble logique. Les streamers ont droit à des sous. De quoi tu parles, Célène? De quels sous Pardon, excusez-moi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez sur la redevance audiovisuelle. Est-ce que toute la population doit contribuer à l'audiovisuel public, à France Télévisions, à Radio France, ou seulement ceux qui ont un téléviseur? Est-ce que ça vous semble logique? Et s'ils récupèrent plus d'argent, ils vont faire un peu de qualité ou pas? La qualité, c'est vous qui décidez. Chacun se fera son opinion. Ça touche aussi les populations très pauvres. Alors, il me semble que la redevance audiovisuelle, comme la taxe d'habitation, je pense que je vais dire une bêtise, donc je ne suis pas sûr. Alors s'il est question du CNC, jusqu'à présent ils étaient très frileux sur tout ce qui est stream. Mais ils sont en train d'y venir, donc peut-être que ça va changer. Mais c'est pas la redevance qui paye le CNC. Hein. Je crois pas.
Et merci Adsum pour ce resub. Le saviez-vous, une annonce concernera Adsum à la fin de cette émission. Restez connectés. Tu penses à des trucs du style des nouvelles écritures du réel, c'est là, non? Bah sur un RSA ça fait mal, tu m'étonnes, mais pourquoi pas au fond, si ça donne accès à certains programmes en stream à la place d'avoir besoin d'une télé. Je vais pas payer pour les émissions de TV de Keka. Alors, c'est pas que la télévision. Alors déjà, c'est pas que France Télévisions ensuite. Donc il y a Arte, il y a France Média Monde, France 24, TV5 Monde, etc. Donc qui œuvrent théoriquement, c'est le projet en tout cas, au rayonnement de la culture française à l'étranger. Et il y a aussi la radio, Radio France, il y a l'INA qui conserve toutes les archives, qui font un travail de incroyable. C'est pas juste France Télévisions. Après, chacun se fait son opinion. Hein, mais l'enjeu, c'est de ne pas réduire cette redevance audiovisuelle à seulement la télévision. Je ne sais plus le nom, mais il y a pas mal de youtubeurs qui disent avoir eu accès à... qui leur a donné des sous pour un projet, ça vous dit rien. Bah à part le CNC, effectivement, ça me dit rien du tout, c'est là, non. Oui, alors l'INA de réputation, c'est pas hyper accessible, mais même si tu payes la redevance. C'est pas faux, c'est même très vrai. Mais du coup, c'est pas tout à fait le sujet. C'est-à-dire qu'ils font leur travail. Après que ce soit pas accessible, c'est un autre débat sur les règles de diffusion et de propriété et de beaucoup de choses sur les médias. Mais ça n'empêche pas qu'ils font un travail d'archivage, de documentation, ouais, voilà, d'archivage et de documentation. Qui peut sembler important, selon l'opinion qu'on se fera de la situation. Je vous propose de, si vous voulez continuer le débat, continuez-le. Hein. Moi je vais avancer sur le dossier de la semaine. Parce qu'il y a au moins 3 slides dessus, donc ça va être un peu long. Le sujet de la semaine, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le grand contournement ouest. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ça faisait quelques semaines que j'en entendais parler, et jusqu'à lundi, je ne savais pas de quoi il retournait en fait. J'ai compris que c'était un bout d'autoroute, mais je ne comprenais pas pourquoi il fallait s'inquiéter ou pas de cette construction, ou alors soit de s'inquiéter de la construction, soit s'inquiéter d'une nouvelle ZAD comme Notre-Dame-des-Landes. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire le point sur ce sujet qui est un peu un symbole des choix politiques que l'on doit faire quand on a le pouvoir politique entre les mains. Et en ces temps où les enjeux climatiques sont importants, où les enjeux de développement économique sont importants, et il faut faire des arbitrages et prendre des décisions, des fois ça ne va pas dans les deux sens. Souvent ça ne va pas dans les deux sens d'ailleurs, mais ça c'est une appréciation tout à fait personnelle qui n'engage que moi. Alors le GCO, le grand contournement ouest, est un projet d'autoroute concédé à péage de 2 fois 2 voies de 24 km de long, conçu à l'origine dans les années 70 afin de désengorger la section urbaine de l'autoroute A35. Il y a des plans qui arrivent hein, sur la slide suivante, vous verrez mieux, vous visualiserez mieux le truc. Tombé dans l'oubli jusque dans les années 90, comme beaucoup de projets autoroutiers ou beaucoup de gros projets d'infrastructure en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs d'ailleurs, jusque dans les années 90 où il ressurgit face à la densité de véhicules de plus en plus grande au sein de l'agglomération strasbourgeoise, donc, si vous suivez. Au stade d'études depuis 1999, et après diverses commissions saisies, le GCO a fait son chemin dans la tête des Strasbourgeois et des Alsaciens. Un mouvement GCO non merci est né en 2003, demandant l'abandon du projet jugé dangereux pour l'environnement et ne résolvant pas les problèmes de trafic, ainsi que les problèmes de pollution. En début de semaine, l'évacuation, donc en début de semaine dernière du coup, l'évacuation de la ZAD de Kolbsheim, ZAD zone à défendre ou zone d'aménagement différé. Donc de Kolbsheim, où de nombreux élus locaux, nationaux et européens se sont rendus afin d'empêcher le début des travaux d'abattage de la forêt sur le tracé, a marqué le début de la construction du GCO. Des heurts entre zadistes et forces de l'ordre ainsi qu'une évacuation de force pour laisser place aux engins de chantier ont été observés. La contestation de plus en plus forte, encore 3500 personnes manifestaient devant la mairie de Kolbsheim samedi, fait suite aux arrêtés préfectoraux avec une faute de frappe et ministérielle publiée permettant le début des travaux alors que 7 commissions sur 11 ont émis un avis défavorable à la construction du GCO.
On commence les travaux avant les accords de travaux. Alors non, justement, il y a eu les accords de travaux. Il y a des commissions qui ont rendu un avis défavorable en fait. Mais il y a bien eu les arrêtés préfectoraux et ministériels qui ont été publiés qui permettent le début des travaux. C'est ça qui a déclenché qui a déclenché les manifestations de lundi dernier et donc l'intervention des forces de l'ordre. Alors, le GCO, donc vous voyez sur la carte à gauche dont on va parler, le GCO serait le seul tronçon payant sur une autoroute non concédée et par conséquent totalement gratuite. L'autoroute est gratuite, il y aura un tronçon payant, à savoir le GCO. Le contrat de concession a débuté le 29 janvier 2016 pour une durée de 54 ans. Concession, ça veut dire que c'est une société autoroutière qui va avoir la concession, qui va avoir la gestion de ce tronçon et qui touchera les péages des usagers de ce tronçon. Alors vous voyez sur la carte à gauche, j'ai peur que si je mette ma souris ce sera dégueulasse, mais ah non, bon, ça passe. Là vous avez Strasbourg, vous avez l'autoroute qui vient du nord et qui va jusqu'à Paris je crois. Et là vous avez Dijon, hein, évidemment vous connaissez tous Dijon, hein, ça va de soi. Vous avez l'autoroute qui part de Dijon, qui passe par Besançon, Belfort, et à partir de Belfort environ, un petit peu avant Belfort, il n'y a plus de péage. Et de Belfort jusqu'à Strasbourg et même jusqu'en Allemagne, cette partie-là est complètement gratuite. Et l'idée c'est de rejoindre ces deux autoroutes à ce niveau-là. Alors je suis un peu plus large que sur la carte, hein, vous le voyez plutôt en bas à droite à quoi ça ressemble, pour contourner Strasbourg et pour faciliter l'accès sans passer par Strasbourg des véhicules routiers. En même temps les véhicules c'est souvent routier. Et donc oui, au nord c'est la A4, merci Adrien de cette précision. On peut préciser comment ça marche entre l'État et la société privée. Bah visiblement ça marche plutôt bien. Lol. En fait, l'État donne l'autorisation. Je pense que c'est l'État qui donne l'autorisation de construction. On a des chiffres sur le financement après, on y reviendra sur la question après. Alors, le trajet du GCO traverse 22 communes et pose beaucoup de problèmes écologiques. En effet, cela va détruire 10 hectares de forêt et 300 hectares de terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe. Il détruira également l'habitat naturel du grand hamster d'Alsace, espèce de mammifère parmi les plus menacés en France. L'Union européenne fait pression sur la France pour sa préservation et pourra infliger de lourdes amendes à notre pays en cas de non-respect de ses engagements. Les travaux de construction devraient coûter 750 millions d'euros, soit près du double du chiffre de l'appel d'offres de 2009, qui était de 400 millions, dont environ 700 millions à la charge de Vinci, les 30 millions restants étant financés par l'État. Et les collectivités, 25 millions pour l'État, 5 millions pour les collectivités. Le chantier devrait durer environ 2 ans pour une mise en service prévue le 30 septembre 2020. Le prix du péage pour les véhicules légers serait de 3,40 € et de 9,10 € pour les poids lourds. Pour tout le trajet du GCO de 24 km de long, sachant que je pense qu'il y aura au moins 2 sorties à l'intérieur de voire 3 sorties intermédiaires, ça doit être les points blancs qu'il y a sur la carte en bas à droite. Et donc, le financement est plutôt par le concessionnaire, donc par Vinci, parce qu'en échange, Vinci, pendant 52 ans, pendant toute la durée de la concession, 54 ans, et plus si la concession est prolongée, Vinci pourra toucher le fruit de ses investissements via les péages. Oh, le mignon hamster, vous voulez vraiment lui faire du mal, regardez comme il est mimi. Voilà, sachant que donc, le grand hamster d'Alsace ou hamster d'Europe est présent pas seulement en Alsace, mais c'est une espèce menacée. Et donc, un des enjeux, c'est de la préserver. Alors, les arguments des pour, les arguments des contre. Un peu plus compliqué que ça. Les 7 commissions ayant émis des avis défavorables retoquent l'argument jusqu'ici utilisé de désengorgement de l'A35. Alors si je reviens sur la carte précédente, l'idée c'est de désengorger l'autoroute là que vous voyez sur le bas à droite, qui passe par Strasbourg, et qui va soit à la 4, soit qui continue vers l'Allemagne. De façon à détourner une partie de la circulation, et de détourner une partie de la pollution aussi qui arrive sur Strasbourg. Voilà le projet. Alors, les 7 commissions ayant émis un avis défavorable retoquent l'argument jusqu'ici utilisé de désengorgement de l'A35 par le GCO et mettent en avant les énormes lacunes du projet, de la gestion de l'environnement et son impact environnemental, notamment la pollution de l'air, qui ne serait pas améliorée avec ce projet, mais juste déplacée d'un endroit à un autre. Sur les lacunes environnementales, l'une des réponses du président de l'Eurométropole et de tous les soutiens
de ce projet consiste à dire que il y a beaucoup de compensations qui seront prévues, mais effectivement ça aura un impact sur là où ce sera construit. Mais il y a beaucoup de compensations par ailleurs. Et bonjour Pac-Man. La capitale alsacienne, qui concentre environ 50% des emplois du département, voit passer sur l'autoroute chaque jour en moyenne 160 000 véhicules, dont 10% de poids lourds, avec donc environ 16 000 poids lourds, à vue de nez, avec en parallèle une industrialisation assez conséquente de la région, et la capitale alsacienne, donc, elle connaît chaque année plusieurs pics de pollution, dont le plus récent ayant entraîné l'interdiction aux véhicules ayant une vignette critère. Vous savez, les nouvelles vignettes qui sont dans certaines grandes agglomérations, Paris, Grenoble, Lyon. Vignette obligatoire pour tout véhicule circulant l'Eurométropole depuis novembre 2017. Donc les véhicules qui avaient une vignette critère 4 et 5, les véhicules les plus considérés comme les plus polluants, ont été interdits de circuler durant quelques jours. Ce qui était le cas à Paris aussi d'ailleurs. L'origine du trafic dans l'Eurométropole se décompose comme ceci. 20% de trafic de transit, donc ils ne font que passer, mais ils ne s'y arrêtent pas, comme les avions à peau. 40% de trafic d'échange provenant de ou à destination de Strasbourg, et 40% de trafic interne à l'agglomération de Strasbourg. Cette pollution vaut à Strasbourg la 5e place des villes les plus polluées de France, derrière Roubaix, Paris, Marseille et Lyon. Saviez-vous, Roubaix était dans le top 4 des villes les plus polluées de France. Alors les différents rapports, commissions et associations s'accordent en majorité pour dire que le GCO n'arrangera rien. Les données précédentes, le 20-40-40, nous montrent que plus d'un tiers du trafic est lié à des trajets internes à l'agglomération. Elles demandent ainsi que les infrastructures de transport au sein de l'agglomération continuent d'être massivement développées, notamment les lignes de tram et le bus, mais également du reste du département vers l'Eurométropole. Ainsi que la mise en place d'un boulevard urbain sans interaction avec l'autoroute, comme cela est le cas actuellement, mais également la mise en place de l'écotaxe afin de limiter le flux de poids lourds venant d'outre-Rhin. Alors, en effet, on le voit sur la carte en bas à droite, les poids lourds empruntant les routes et autoroutes fédérales allemandes sont soumis à la LKW-Maut, l'écotaxe allemande. Ils préfèrent donc logiquement utiliser l'autoroute gratuite en France, qui est parallèle à l'autoroute allemande pour se déplacer. Ça coûte moins cher. Et bonjour, Cowboy Étoile. C'est moche de zapper la reprise, mais tu es toujours le bienvenu, évidemment. On constate également un changement de discours de la part du président de l'Eurométropole, Robert Herrmann, disant depuis quelques jours qu'en effet le GCO n'est pas là pour désengorger la 35, mais il n'apporte aucune précision sur les objectifs réels du projet. Vendredi 14 septembre, il y a eu une nouvelle actualité il y a 3 jours. Un premier recours d'Alsace Nature a été examiné par le tribunal administratif de Strasbourg contre le viaduc de la Bruche qui est un cours d'eau qui est sur le tracé du GCO. Celui-ci a suspendu le permis d'aménagement délivré par la préfecture et a condamné l'État à verser 2000 € à Alsace Nature. Le tribunal a retenu l'absence d'études d'impact actualisées et l'insuffisance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. 2 autres requêtes en référé seront étudiées prochainement par le tribunal administratif. Mercredi 19 septembre, le référé contre l'arrêté unique délivré à Arcos, la filiale de Vinci, pour l'ensemble des travaux du contournement, et le 20 septembre contre la modification du plan local d'urbanisme de Brumat, je ne sais pas si on dit Brumat, réalisé pour intégrer les modifications de conception de l'échangeur nord. C'est souvent le cas dans les projets d'infrastructures comme ça qui sont au long cours et qui commencent des dizaines d'années avant. Les études, les projets d'impact et tout ça est fait plus ou moins au moment où on a envie de le faire ou au moment où c'est possible de le faire, et du coup au moment de la réalisation des travaux, il arrive que les études ne soient plus d'actualité, ne soient plus valables, et ça entraîne la possibilité de recours contre ces travaux. Voilà, 9h49. Vous en savez plus sur le GCO. Est-ce que les petits oiseaux en font, c'est pour biaiser notre avis et nous conditionner quant au sujet abordé, monsieur? Absolument, c'est un message subliminal. Écoutez les oiseaux, ils sauront vous dire quoi faire. Pour désengorger les autoroutes, vous pouvez remettre en place le fret ferroviaire 1. Mais chut, faut pas le dire. Un avis d'Arcturus. Il est 8h50. J'ai dit 9h50 8h50. Bon, que tu sois pas sur le même fuseau horaire que nous, Onisai. Est-ce que tout est clair pour vous sur le GCO, le GECO, comme personne ne dit? Voilà, plus facile à dire. Si c'est le cas, je vous propose de finir mon café froid. Je me propose de finir mon café froid, prendre une respiration avant de passer aux actualités internationales.
remercie à nouveau Perceval 44 pour cette tasse de qualité. Évidemment. À 8h51, passons aux actualités internationales. En commençant par le discours de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, discours sur l'état de l'Union, discours prononcé à chaque fois au mois de septembre, au début de la reprise de la rentrée. Et on s'est proposé de vous faire un petit résumé de ce qu'il a dit, ce cher Jean-Claude. Alors, mercredi, le président de la Commission européenne s'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg. Il a fait savoir, l'histoire ne dit pas s'il a pris le GCO pour se rendre à Strasbourg. Cette blague n'a aucun sens, mais c'est pas grave. C'est pour faire le lien de transition avec le sujet précédent. Il a fait savoir qu'il ne s'agit pas d'un testament, mais il s'agit cependant de son dernier discours sur l'état de l'Union avant les élections européennes de mai 2019. Possible qu'on vous en reparle prochainement sur Acropolis. Je ne vous présenterai pas aujourd'hui un bilan au cours des 4 années écoulées. Au contraire, le travail continue, a-t-il lancé en introduction de son discours. Il reste des choses à faire, donc pas d'autosatisfaction. Modestie et travail, voici l'attitude de la Commission. Un petit peu comme Acropolis finalement. Modestie et travail, toujours. Le lendemain du débat électrique sur l'état de droit en Hongrie, dont nous vous reparlerons juste après, Jean-Claude Juncker a tenu à faire la distinction entre patriotisme et nationalisme. Disons oui au patriotisme qui n'est pas dirigé contre les autres, disons non au nationalisme qui nous empêche de mieux vivre ensemble. Et je vais bientôt éternuer, je m'excuse par avance. Le pacte fondateur de l'Union européenne, plus jamais la guerre, reste une ardente exigence. Il a rappelé que l'article 7 des traités, sanctionnant un État qui ne respecte pas les valeurs européennes, doit s'appliquer là où l'État de droit est en danger. Mais il a regretté que la Commission et son premier vice-président Frans Timmermans mènent un travail trop solitaire à ce sujet. Le patriotisme est une vertu, le nationalisme borné est un poison dangereux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat de cette phrase. Il a ensuite défendu son bilan économique en affirmant que l'emploi a repris des couleurs depuis 2014, 12 millions d'emplois ont été créés, c'est plus que la population de la Belgique, tout en reconnaissant que le chômage des jeunes est trop haut, mais qu'il est à son plus bas depuis longtemps. Trop haut, mais plus bas quand même. Et en même temps, après le discours mardi d'Alexis Tsipras, il a tenu à saluer la sortie de la Grèce de la tutelle de la Troïka. La Grèce, après des années douloureuses, a réussi à se remettre sur pied, a-t-il déclaré. Je salue une fois de plus les efforts herculéens du peuple grec, efforts que les autres Européens continuent à sous-estimer. Il a par ailleurs justifié les nombreuses négociations passées ou en cours pour conclure des accords commerciaux globaux. Là on parle du TAFTA, du CETA, les accords de libre-échange, et notamment en cours avec le Japon. Très souvent contestés à tort, ces accords commerciaux nous permettent d'améliorer notre influence, a-t-il dit. L'Europe a réaffirmé son statut de puissance commerciale mondiale, souhaitant également que l'Union européenne parachève l'union économique et monétaire afin de renforcer le rôle international de l'euro. Mais ce n'est pas tout. Il a parlé du développement de Frontex. Il demande un renforcement significatif de l'agence européenne de garde-frontières Frontex, proposant qu'elle puisse disposer d'ici 2020 de 10 000 agents mobilisables aux confins de l'Union. L'Europe ne sera jamais une forteresse tournant le dos au monde, notamment le monde qui souffre, a-t-il analysé. L'Europe ne sera jamais une île. Peut-être un petit clin d'œil au Royaume-Uni, possible. Il a annoncé la création d'un vrai service de garde-frontières et garde-côtes européen doté de pouvoirs jusqu'ici réservés aux autorités nationales. Les dirigeants européens se sont accordés en juin sur une nouvelle stratégie sur la question de l'accueil des migrants et une accélération des retours vers les pays d'origine pour les migrants qui ne sont pas éligibles à une protection internationale. Et l'approfondissement, enfin, des relations avec l'Afrique et de l'aide au développement. Concernant le Brexit, dernière ligne droite des négociations sur la sortie du Royaume-Uni pour obtenir un accord avant la sortie le 29 mars 2019. Alors sur le sujet de l'Irlande, qui est l'un des points de tension dans les négociations, Juncker a expliqué que les négociateurs européens cherchent une solution créative pour éviter la mise en place d'une frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord. Irlande du Nord, j'arrive plus à parler vraiment, définitivement. Entre Irlande et Irlande du Nord. C'est un des points d'achoppement principaux sur les négociations, savoir si on remet une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, où est-ce qu'il faut la mettre. Et ça risque de recréer des tensions alors que la paix est retrouvée depuis la fin des années 90, je crois. Enfin, depuis les années 90, sur un territoire qui a connu longtemps des mouvements violents.
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. Annonçant qu'après la sortie effective, le Royaume-Uni ne sera pas un pays tiers comme les autres, il sera toujours un partenaire très proche et accueille favorablement l'idée de mettre sur pied un partenariat ambitieux et donne son accord de partir d'une zone de libre-échange entre nous. Sur la base de ce précis, les négociateurs de la Commission sont prêts à travailler jour et nuit pour y arriver. Oui, c'est ça l'enjeu. Où est-ce qu'il faut mettre la frontière? À quel endroit exactement? Toute la question. Alors, plusieurs autres annonces ont été faites, telles que la fin de l'obligation du changement d'heure. C'est ce qui a été annoncé à la fin de l'été, suite à une consultation qui a eu lieu dans toute l'Europe auprès de tous les Européens qui souhaitaient participer. Les Européens, le peuple, les citoyens qui ont voté, qui se sont prononcés, sont exprimés, ont choisi de préférer ne pas changer d'heure tous les 6 mois. Et donc ça ne sera plus obligatoire a priori dans ces propositions au niveau européen d'appliquer le changement d'heure, à chaque État de faire ce qu'il arrange, de choisir l'heure qu'il préfère. Sur la question militaire, il a aussi promis que le Fonds européen de défense deviendra pleinement opérationnel. Sur le plan institutionnel, le président de la Commission a appelé les États membres à utiliser la clause passerelle présente dans les traités sur 2 sujets où l'unanimité bloque régulièrement l'Union européenne, les relations extérieures et la fiscalité. Et enfin, Jean-Claude Juncker a demandé que l'expérience des Spitzenkandidaten soit renouvelée. Le principe voulant que les partis européens présentent une tête de liste européenne pour la présidence de la Commission est remis en cause par plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron et Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt qui est le patron des députés centristes libéraux au Parlement européen. Cependant, il reconnaît que ce principe sera d'autant plus crédible si nous avons des listes transnationales. Il faudra le faire pour 2024, un projet qui avait été souhaité par Emmanuel Macron notamment et qui n'avait pas été validé au niveau européen. Donc les listes sont juste entre guillemets passées à l'échelon national au lieu de circonscription européenne pour les élections européennes de 2019. Voilà pour résumer les propos de ce cher Jean-Claude. Je ne sais pas si tout est clair, je ne sais pas si tout s'illumine pour vous en ce matin de septembre, en ce 17 septembre 2018. Il est 8h58 et nous allons passer à un sujet un peu moins chouettos, à savoir les manifestations en Allemagne, à Chemnitz, épicentre de l'opposition pro- et anti-migrants. Alors l'histoire a commencé cet été avec le meurtre d'un Allemand le samedi 25 août dans la ville de Chemnitz en Saxe. Des manifestants débutent alors suite à l'arrestation d'un Syrien et d'un Irakien placés en détention provisoire et soupçonnés d'avoir à plusieurs reprises porté des coups de couteau à la victime après une altercation verbale selon le parquet. Il y a un problème de verbe dans cette phrase, de construction dans cette phrase globalement. Je m'en porte responsable intégralement. Des manifestations débutent alors. Alors je me porte responsable de ne pas avoir su lire le texte. Voilà, toutes mes excuses. Bon courage pour le boulot et bonne nuit à toi également Arcturus. Alors le lendemain du meurtre, quelques 800 sympathisants d'extrême droite effectuent une chasse aux étrangers dans la ville et sont prêts à en découdre avec la police. Lundi 27 août, des affrontements opposent plus de 2000 militants d'extrême droite à environ 1 millier de contre-manifestants proches de l'extrême gauche. Plusieurs blessés sont à déplorer, la police est dépassée. Jeudi 30 août, plus d'un millier de personnes défilent à nouveau dans la ville. Samedi 1er septembre se déroulent de nouvelles manifestations. Une équipe de télévision locale a été agressée lors d'un tournage. Un membre de l'équipe blessé et le matériel cassé. En marge de ce rassemblement, un Afghan de 20 ans a été roué de coups dans la soirée par un groupe de 4 hommes au visage camouflé, dans un quartier périphérique. Il a été légèrement blessé selon la police. Deux camps se font face. D'un côté, environ 4500 personnes qui se mobilisent à l'appel de différents mouvements d'extrême droite, il manque le mot droite, dont l'AfD et le mouvement Pegida. Ces manifestants veulent avant tout redorer leur image après le rassemblement de lundi, où des saluts hitlériens ont été vus, pour être tout à fait exact. L'extrême droite reproche surtout à la chancelière Angela Merkel d'ouvrir les portes de l'Allemagne à l'immigration. De l'autre côté, environ 3500 personnes ont défilé à l'appel de plusieurs associations et partis politiques de gauche, qui se sont rassemblés autour du mot d'ordre « le cœur » plutôt que la haine. Ces mouvements ne sont pas nouveaux et frappent l'Allemagne depuis 2014. C'est vrai qu'on a déjà entendu parler, mais ça a rarement été aussi violent que ce qui s'est passé à la fin du mois d'août. La chancelière Angela Merkel s'est exprimée sur ces événements et a dénoncé ces manifestations. Ce que nous avons vu n'a pas sa place dans un état de droit, a-t-elle déclaré.
Le patron du renseignement allemand, accusé d'ambiguïté vis-à-vis du parti populiste AfD, a été entendu par une commission du Bundestag mercredi soir, le Parlement allemand. Mais ces explications n'ont pas convaincu et le SPD, le parti social-démocrate, les socialistes, le parti d'Angela Merkel, réclame son départ, tandis que le ministre de l'Intérieur, le leader de la CSU, l'Union chrétienne sociale en Bavière, des partis conservateurs, ne l'entre pas de cette oreille et a assuré le chef du renseignement de son soutien. Voilà, situation de tension en Allemagne à suivre dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour voir l'évolution de ces mouvements violents. Le Dalai Lama a raison par rapport aux deux extrêmes. Que dit le Dalai Lama, mon cher Onizai? À 9h01 et 55 secondes, passons au dossier chaud de la semaine. Et après, vous allez bientôt ne plus m'entendre parler. C'est ça le but en fait. J'accélère un petit peu parce que le temps passe et beaucoup de choses changent. Le dossier chaud de la semaine au niveau international, c'est la Hongrie de Viktor Orban et l'application le déclenchement de l'article 7 du traité de l'Union Européenne. Alors l'article 7, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Pourquoi la Hongrie? Que se passe-t-il? Vous saurez tout en regardant la suite de la matinale sur Acropolis. Incroyable. Tiens, sur les grosses manifs, j'avais pas entendu ça comme chiffre, celle de la manif d'extrême droite et celle de gauche. Toi-même tu sais, Pac-Man, que les chiffres dans les manifs, c'est souvent à la libre interprétation du compteur. Mardi, le Parlement européen. Donc mardi, la veille du discours de Jean-Claude Juncker sur l'état de l'Union, si vous suivez un petit peu tout ce que je raconte depuis une heure. Le Parlement européen a décidé de déclencher l'article 7 du traité de l'Union européenne visant à sanctionner la Hongrie pour, je cite, l'existence d'un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Alors, première chose, les contre-pouvoirs affaiblis. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, engage une vaste révision constitutionnelle gravant les valeurs du christianisme et de la famille traditionnelle dans le marbre. Celle-ci accroît l'emprise du gouvernement sur la justice et cimente le pouvoir du parti, au nom je ne saurais pas prononcer correctement, je m'excuse par avance, le parti Fidesz de M. Orban dans toutes les institutions, y compris les contre-pouvoirs. Une autorité est créée, elle peut sanctionner les organes de presse pour diffusion d'informations non nuancées. Au fil des années, la grande majorité des médias est entrée dans la sphère d'influence du gouvernement. Une liste de journalistes suspects a récemment été publiée par un organe proche du gouvernement et la Cour constitutionnelle a vu ses pouvoirs limités. Des élections sur mesure. Orban a imposé un mode de scrutin uninominal à un tour, avantageant son parti au détriment de l'opposition, en peine d'opposer des candidats uniques au Fidesz. Il est plus difficile désormais pour les candidats d'opposition d'avoir des candidats face au parti majoritaire. Combiné au recul de la pluralité de la fameuse presse à la rhétorique hostile et intimidante et à des dépenses de campagne gouvernementale jugées excessives, ces mesures créent un climat défavorable pour l'équité des scrutins selon le rapport du Parlement européen. Avec 49,3, pure coïncidence, avec 49,3% des voix aux législatives d'avril dernier, Orban s'est assuré une majorité qualifiée des 2/3 pour lui permettre de poursuivre ses réformes institutionnelles. Au niveau de la corruption, des irrégularités et des conflits d'intérêts dans l'attribution de marchés publics, des budgets gonflés artificiellement, etc., les accusations sont nombreuses sur la gestion des deniers publics dans ce pays dont 4,4% du PIB provient de fonds structurels européens et où la corruption est jugée endémique. Alors j'ai cherché le terme endémique hier soir pour être sûr de la définition, pour être sûr de pouvoir l'expliquer. Si quelqu'un me sort un c'est pas faux dans le chat. Pour l'instant ce n'est pas le cas, je rebondirai si tel est le cas. Au niveau des universités, des ONG, des migrants et des SDF, des pressions et restrictions imposées à l'enseignement supérieur, la Hongrie restreint d'une manière disproportionnée la liberté de fonctionnement des universités de l'Union et de l'étranger, et va à l'encontre du droit à la liberté académique, du droit à l'éducation et de la liberté d'entreprise selon l'Union européenne. Rhétorique stigmatisante à l'encontre des ONG qualifiées d'agents étrangers, taxes spéciales, obligation de se soumettre à un enregistrement spécial,
Les ONG de défense des droits de l'homme, et en particulier des migrants, sont elles aussi dans le collimateur du pouvoir, qui prévoit même des peines de prison pour toute assistance aux demandeurs d'asile. Une ingérence disproportionnée et inutile dans les libertés d'association et d'expression selon le rapport. Détention automatique des demandeurs d'asile, possibilité de période d'enfermement longues et indéfinies, expulsion sommaire et sans discernement, passage à tabac. Le traitement réservé par la Hongrie aux migrants est jugé contraire au droit européen. Le refus par Budapest de se plier aux quotas d'accueil de migrants fixés par l'Union européenne en rajoute une couche. Et enfin, le pays est également épinglé pour le traitement réservé à sa minorité rome. Voilà, on a fait une liste de tout ce qui est reproché à la Hongrie sur les migrants et par rapport au fonctionnement des ONG. C'est assez c'est costaud quoi, comme accusation. C'est pas juste il y a eu un problème avec une personne. Alors, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Juste pour être sûr, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Et en même temps, alors, afin d'éviter toute ambiguïté, on va définir ensemble le terme endémique grâce à la définition qui nous est proposée par Le Larousse. Endémique, adjectif relatif à l'endémie. Voilà. Concernant les sans-abri, en Hongrie toujours, chasse aux sans-abri, interdiction de dormir dans la rue, interdiction de nombreux espaces publics au SDF, la guerre déclarée par la Hongrie aux plus démunis est considérée comme incompatible avec le droit international sur les droits de l'homme. Voilà, ce qui coupe court à certains discours qualifiant les aides aux migrants comme des injustices par rapport à ses propres SDF. Là pour le coup, ils attaquent tout le monde, donc pas de jaloux. Alors vous allez me dire, oui mais dans tout ça, l'article 7, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile, etc. etc. Pologne, Roumanie et Hongrie dans la collimateur de l'UE. J'étais fatigué quand j'ai fait la correction. La Hongrie n'est pas la seule dans cette situation. La situation polonaise est assez identique et pourrait s'appliquer à la Roumanie et devenir bien plus fréquente dans d'autres pays de l'Union européenne. Cependant, en Pologne, le pouvoir judiciaire arrive à garder une indépendance suffisante malgré les pressions. Alors, démocratie libérale, c'est le titre que vous voyez ici. De quoi ça s'agit? Et en fait, c'est une expression qui a été utilisée lors d'une conférence sur les... Alors, c'est une expression qui a été utilisée et inventée par Orban, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Et les notes que vous voyez ici, quel est le texte qui a été écrit ici, c'est à la base de notes prises par Perceval44, que je remercie grandement, qui a assisté à une conférence sur les démocraties libérales à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et qui nous permet de vous présenter ce compte-rendu. Et donc, lors de cette conférence, il a été précisé qu'on devrait cependant faire la part des choses entre la démocratie et l'illibéralisme, qui est aussi considéré comme en fait l'autoritarisme, a expliqué Mikhail Ignatieff, recteur et président de l'Université d'Europe centrale à Budapest. Donc là, quand on commence à parler d'autoritarisme, ça sent pas très bon. Alors, quelles sont les suites au déclenchement de l'article 7? À quoi ça sert vraiment? Alors, il est souvent qualifié d'arme nucléaire institutionnelle, car il peut mener en fin de course à une suspension des droits de vote au Conseil de l'Union européenne, l'instance où les 28 pays membres contribuent à façonner les législations européennes. Cependant, la procédure est longue et lourde. Le Parlement européen a lancé une première étape, à savoir déclencher l'article 7. Elle demande au Conseil européen, les États membres, d'ouvrir une procédure de sanction contre la Hongrie. Rien n'est fait, nous n'en sommes qu'à la phase préventive. Sans sanction à la clé pour l'instant, il n'y a pas de sanction pour le moment. Il y a juste une demande faite au Conseil européen d'enclencher une procédure de sanction. Il revient désormais aux États membres d'approuver ce constat par un vote aux 4/5 des membres du Conseil de l'Union européenne, à savoir les ministres nationaux de chaque pays de l'Union européenne, l'instance réunissant les 28 moins le pays visé. Ça reste quand même un peu logique. Si ce vote est obtenu et que la Hongrie ne modifie pas son fonctionnement, une deuxième phase sera enclenchée, cette fois punitive. Cela n'a encore jamais eu lieu. La Pologne, seul précédent cas, en est toujours à la phase préventive de l'article 7, près d'un an après le vote de la Commission. La raison est simple, pour lancer cette deuxième phase, le Conseil européen, sans le pays visé, cette fois doit l'approuver à l'unanimité. Les sanctions doivent être approuvées à l'unanimité, moins le pays concerné. J'essaie d'être le plus clair possible.
Officiellement, il déclare qu'il existe une violation grave et persistante des valeurs européennes, et non plus seulement un risque de violation. Et la Hongrie a annoncé par pure coïncidence, ça c'est mon interprétation, qu'elle s'opposerait à toute mesure coercitive contre son pays frère, la Pologne, empêchant toute avancée du dossier polonais. Comme il faut la majorité, et que la Hongrie va faire le blocage, le dossier polonais ne va pas évoluer au niveau des sanctions européennes. Impossible donc d'obtenir la majorité absolue. Sans surprise, la Pologne a logiquement annoncé ce mercredi qu'elle ferait de même pour protéger la Hongrie. Donc l'article 7 va vite se retrouver bloqué, a priori, au niveau de l'Union européenne. Et donc les sanctions vont être limitées. Pour le moment en tout cas. Voilà l'article 7, à quoi il faut s'attendre pour le moment. Pour l'instant c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est une première étape. Perceval est pro, absolument, Célan. Bon. Il est 9h12. Je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. Je vais donc vous proposer de manière totalement fortuite et inattendue de découvrir la belle et douce et suave voix de Emu. Qui est Emu? Merci de me poser la question. Il s'agit de la personne qui s'est proposée spontanément l'an passé de me proposer des actualités, des actualités scientifiques dans cette matinale, et qui désormais dispose d'une connexion internet digne de ce nom et va pouvoir vous présenter lui-même les actualités scientifiques. Ce qui me permettra, de reposer ma voix, et qui en plus, merci Céline, et qui en plus vous offrira une autre voix, une autre source, et surtout une personne qui s'y connaît plus que moi en sciences. Et donc ce sera d'autant plus intéressant. Alors je compose le numéro sur le téléphone. Bonjour Sylvain, bonjour le chat. Et bonjour Emu. Comment vas-tu ce matin? Je coupe le live, ne bouge pas, voilà, nickel. Ne bouge pas. Je vais bien, et toi et le chat, comment allez-vous? Il y a Raven qui te demande ASV. ASV... Ah, t'es trop jeune. Oui. Terrible. Ou j'ai pas assez de culture, c'est quoi du coup? ASV, c'est l'expression typique qu'on utilisait au tout début d'Internet dans les chats, notamment les chats de Caramel, de Voilà, de Yahoo, de tout ce qu'on veut. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, tu demandais à la personne en face, t'as quel âge, t'es un homme, t'es une femme, ou t'es non-binaire, mais ça, on se posait pas la question à l'époque, et de quelle ville tu viens. J'ai 20 ans, je suis étudiant en physique fondamentale dans une fac en France. Je suis un homme, enfin ouais, on va dire ça. Et j'ai oublié une question, non, je sais plus. Non, c'est bon. Ça me semble bien. Et comme il est 9h14, je te propose de nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. On va parler de 3 sujets. Le premier, ça concerne les ordinateurs, le magnétisme et un nouveau matériau qui permet des calculs beaucoup plus rapides avec des ordinateurs qui vont beaucoup moins chauffer. Ensuite, on va parler d'une étude qui tente de calculer le nombre de personnes qui vont mourir si l'accord de Paris sur le climat n'est pas respecté. Sympa. Et pour finir, on va montrer une image qui est assez impressionnante de Saturne, qui pose des grosses questions de mécanique des fluides, et on va en profiter pour parler un peu de Saturne. J'ai essayé de trouver une blague entre Saturne et Jupiter, mais c'était trop politique. Je me suis dit que c'était pas le sujet des actualités scientifiques. Donc je te laisse commencer à nous parler de l'informatique. Alors, on va pas parler d'informatique tout de suite, on va parler de matériaux antiferromagnétiques. Alors, c'est un mot très barbare et assez compliqué. Mais en fait, tout va bien, ça va bien se passer, on va tout simplifier. Donc, c'est un matériau qui ne permet pas à l'électricité de se déplacer. Donc, c'est un isolant, mais il permet à des sortes d'ondes magnétiques de se déplacer. Et ces ondes, on les appelle des magnons. Et tout ça, c'est basé sur la mécanique quantique, c'est assez compliqué, mais on va simplifier. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le matériau, il permet de transmettre de l'information très rapidement, mais surtout, il le fait sans presque chauffer le matériel lui-même. En fait, il n'y a pratiquement aucun mouvement des atomes qui composent le matériel, donc il n'y a pas de production de chaleur. Oui, ça explique pas le rapport qu'il y a avec les ordinateurs, du coup. Non. En fait, les ordinateurs actuels, ils sont plutôt lents et ils chauffent très vite. Ça nous est tous arrivé déjà de regarder une vidéo sur un ordinateur portable qui est posé sur nos genoux et de sentir que il chauffe, et c'est parfaitement normal parce que dans un ordinateur, l'information elle est transmise avec de l'électricité, et quand l'électricité passe dans un câble ou elle passe dans un processeur d'ordinateur, eh bien elle produit de la chaleur.
Donc théoriquement, avec des processeurs antiferromagnétiques, donc ce qu'on vient de présenter, eh ben, on évite ces problèmes-là. Et c'est ce qu'a fait une équipe de chercheurs internationale. Elle a utilisé de l'oxyde de fer. Donc, en fait, l'oxyde de fer, c'est juste de la rouille. Et elle a montré que avec cette rouille, eh ben, il était techniquement possible de transmettre de l'information avec des matériaux antiferromagnétiques. Alors, juste une question en parallèle. Est-ce que c'est ce que tu dis pour l'informatique, c'est valable aussi pour les smartphones? Parce que les smartphones Alors, chauffent de la même ce façon. serait valable aussi pour les smartphones. Ce serait valable pour tout ce qui utilise un processeur actuellement. Ok. Et du coup, ils ont montré quoi les chercheurs exactement? Bon, alors c'est là où ça devient un peu moins impressionnant. En fait, ils ont montré que on pouvait transmettre de l'information sur quelques centaines de nanomètres. Alors ça paraît pas grand-chose, quelques centaines de nanomètres, mais en fait c'est plutôt énorme et c'est une assez grosse révolution en informatique. Donc dans quelques années, disons, on sera peut-être capable d'utiliser cette technologie une fois qu'on l'aura mieux comprise. Très bien, et ben, c'est bien, ça chauffe moins, on va pouvoir ne plus se cramer les jambes en regardant les films et les séries sur notre lit, hein, finalement, plutôt que de dormir. Ou les lives sur Twitch d'ailleurs. Bref. Alors, Raven qui demande, comme les particules qui transmettent instantanément d'un bout à l'autre de la planète avec une particule jumelle. Non, alors c'est pas ça, c'est pas de la mécanique quantique comme ça. En fait, c'est juste, bah, pour ceux qui font de la science, c'est juste des moments polaires en fait, c'est-à-dire un peu comme des petits aimants qui sont à l'intérieur même du matériau et qui se transmettent les uns les autres l'information en fait en inversant. Vous avez déjà vu que certains aimants, enfin, certains côtés d'un aimant poussent un autre aimant et certains côtés d'un aimant attirent un aimant. Ben, en fait, c'est ça, mais sur des très 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 longues chaînes, et ça permet de transmettre l'information comme ça. Et du coup, Selnemer demande si c'est moins énergivore comme transmission d'informations. Alors ouais, c'est beaucoup moins énergivore, principalement parce qu'on n'a pas de perte sous forme de chaleur, enfin pratiquement pas de perte sous forme de chaleur. Donc pratiquement toute l'énergie est utilisée juste pour la transmission d'énergie. Donc ça n'a que des avantages, finalement. Oui, Voilà, sauf le fait que c'est compliqué pour l'instant à mettre en place. pour l'instant. Alors, le deuxième sujet du jour, Ouais. c'est une équipe de 49 chercheurs internationaux qui se sont intéressés à la mortalité due à la chaleur. Concrètement, ce qu'ils ont fait, ils sont intéressés à l'évolution de la température et de la mortalité dans 451 zones, dans 23 pays du monde. Et ces 451 zones, elles sont très bien distribuées sur la planète, ce qui fait qu'elles représentent toutes les régions habitées du monde. Et pour chacune de ces 451 zones, ils ont trouvé la relation entre le changement de température et le nombre de morts. Et ils ont pris ces relations et les ont projetées dans le futur, dans le cas où la planète se réchauffe de 1, 2, 3 ou 4 degrés. En fait, le but, c'était de voir combien de personnes en plus vont mourir si l'accord de Paris sur le climat il n'est pas respecté. Alors, pour rappel, l'accord de Paris sur le climat, c'est un texte qui a été signé par 197 pays pendant la COP 21 en 2016 et qui dit que ces 197 pays, ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour éviter que la planète ne se réchauffe de plus de 2 degrés, avec dans l'espoir en fait qu'elle se réchauffe pas de plus de 1,5 degré. Alors, juste une précision, les 1,5 degrés, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est pas par Ouais, rapport à aujourd'hui. c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, et déjà aujourd'hui, par rapport à l'ère pré-industrielle, on est pratiquement à plus 1 degré Celsius, ce qui nous laisse une marge de seulement 0,5 à 1 degré Celsius. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Il y a une grande partie de la communauté scientifique qui pense que c'est pas rattrapable, en tout cas, on ne pourra jamais limiter à 1 degré Celsius la hausse des températures globales du monde. Pour revenir à l'étude, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y aurait entre 0,73 et 8,86% de mortalité due à la chaleur en plus si la planète elle se réchauffe de 3,4 au lieu de 1,5 degré. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si l'accord de Paris n'est pas respecté, alors à long terme, c'est plusieurs dizaines à centaines de milliers de personnes qui vont mourir par an. Et alors, c'est quoi les causes des morts dues à la chaleur en fait? Alors, il y a deux types, il y a les primaires et les secondaires. Les primaires, c'est principalement des syncopes, des épuisements, des coups de chaleur. Donc vraiment des maladies qui sont causées directement par la hausse des chaleurs. Et la seconde, c'est des crises cardiaques ou des problèmes respiratoires, donc en fait qui sont aggravés par la chaleur. Mais tout ça, ça prend pas en compte la hausse de la pollution de l'air et donc des cancers, la montée des eaux, les déplacements des millions de personnes et donc des migrations de maladies pour lesquelles on n'a pas forcément de vaccin. Ça prend pas en compte les guerres que tout ça, ça peut créer. Et les chercheurs, ils font aussi remarquer que les régions du monde qui vont le plus souffrir du réchauffement climatique, c'est celles qui sont les plus peuplées et les plus pauvres. Donc C'est un sujet pour Nibal, oui exactement, c'est un sujet pour Nibal. c'est, la nature est aussi injuste que notre société finalement. Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, tu Euh, peux passer. Attends, il y a des questions dans le chat? il y a une question par rapport à Trump qui a dit qu'il ne prendrait pas en compte le réchauffement climatique. Mais Ouais, effectivement, bah, c'est je ça. dirais pas ce que je pense de Trump. Très bien, moi non plus. Ce n'est pas le sujet. Mais je vous propose de prendre un peu de hauteur et de se mettre la tête dans les étoiles pour respirer un petit peu par rapport à cette atmosphère un peu trop chaude finalement. Alors ouais, on passe au dernier sujet du jour. Donc vous avez peut-être déjà vu cette photo de Saturne qui est prise par la sonde Cassini en 2015. Alors je conseille à ceux qui n'étaient pas en HD de se mettre en HD parce que c'est beaucoup plus beau. Ou sinon vous avez peut-être vu d'autres photos qui ont été prises entre 2004 et 2017. Et bon, on est plutôt habitué à voir les anneaux de Saturne. C'est vraiment devenu l'identité même de Saturne, c'était ces anneaux. On est beaucoup moins habitué à voir l'hexagone qui sont à son pôle nord, qu'on peut voir là vraiment au quart haut de l'image. Alors c'est marqué qu'il faut que je change de slide, donc je vais changer de Oui, c'est slide marqué. à l'instant. Voilà. Alors, c'est ni un trucage photo, c'est pas un effet d'optique, c'est juste un phénomène qui est bien réel et qu'on a pu observer de nombreuses fois avec des sondes sur place et avec des télescopes sur Terre, et qui a déjà été reproduit dans des laboratoires, mais si en fait c'est très difficile de le faire. Alors, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à maintenant, on pensait qu'il y avait qu'un seul hexagone qui était situé très profondément dans l'atmosphère de Saturne. En fait, il semblerait qu'il y en ait deux en fonction des saisons et que le second soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut dans l'atmosphère et qu'il fasse plusieurs centaines de kilomètres de hauteur. Et puis la deuxième raison pour laquelle on en parle, c'est juste parce que je trouve l'image super cool. Et je partage cette opinion, titre tout à fait personnel. Et attention, la prochaine image va vous surprendre. Alors, juste pour ceux qui sont un peu curieux, je vais expliquer vite fait ce qu'on comprend de ce phénomène, parce qu'on comprend pas tout, mais on comprend dans les grandes lignes comment ça marche. Alors, on va faire une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes 6 amis et vous voulez jouer au frisbee. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur un cercle, tous éloignés les uns des autres d'une même distance, et puis vous allez vous passer le frisbee. Et le frisbee, bah, vous allez vous le passer en ligne droite. Et comme vous êtes 6, et bah paf, ça fait un hexagone. Et bah, il faut imaginer que au pôle nord de Saturne, et bah, c'est à peu près la même chose. Au milieu de l'image, vous voyez, il y a une espèce d'énorme tornade, et c'est réellement une tornade, sauf que bah, la Terre, elle rentrerait dans cette tornade facilement. Et elle fait tourner tout le gaz qu'il y a autour d'elle. Et il y a 6 autres tornades qui sont, elles, dispersées sur l'extérieur de l'hexagone et qui font exactement ce qu'on a dit avec le frisbee, sauf qu'elles le font avec des vents, et les vents se déplacent pratiquement en ligne droite, d'où l'hexagone à la surface de Saturne. J'imagine des gens qui arrivent sur le live à cet instant précis qui ne connaissent pas Acropolis et qui se demandent à quel nouveau jeu je suis en train de jouer actuellement alors que ça bouge de partout. En tout cas, c'est impressionnant. Hein. Ouais, et la Terre rentrerait dans le centre de la tornade qu'on voit là. Donc c'est énorme, vraiment énorme. Elle rentrerait, elle ferait pile la taille du centre ou c'est encore plus petit que ça? Alors, techniquement, je suis pas sûr. Je pense qu'elle est très légèrement plus grande, mais tellement pas que c'est négligeable. Ok. Euh, Et j'ai Adrien qui fini. nous fait une petite blagounette, elle s'envoie des vents. Voilà, merci Adrien. Tu es en forme le matin, ça fait plaisir. Eh bien, merci beaucoup Amy pour cette présentation de qualité de ces actualités scientifiques. Eh bien, à bientôt, à la semaine prochaine. Et bien Et voilà ce que merci. j'allais dire, on te retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne Au semaine revoir. du coup. C'est assez magique. Ouais, je pense que je vais rester un petit peu absorbé quelques instants devant ce GIF animé. Évidemment, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo YouTube. Ultérieurement à cette diffusion en live direct streamé. 9h25. On est presque pas en retard, mais en fait on n'a pas défini d'heure de fin. Donc, Et bonjour Nibal01, tu as raté la chronique qui te rendait hommage. Terrible. Tu regarderas le replay. Celle de Marc qui fait une référence au film d'animation Les 12 travaux d'Astérix. Un excellent de qualité de réalisation pour cette animation. Non, tu es mort? Pas encore, Nibal, mais ça ne saurait tarder, vu la chronique à laquelle nous avons eu droit il y a quelques minutes. Donc il est 9h25, c'est ce que je disais il y a 30 secondes à peu près, et nous allons passer à la gazette du dernier jour de la fin de semaine, avec une grande nouveauté, c'est que nous ne passerons pas sur le visuel du journal, mais directement sur
une interprétation tout à fait libre de l'équipe de rédaction de l'actualité importante, pour des raisons 1 visuelles, il y avait des problèmes d'affichage, et pour des raisons 2 de sélection des actualités. Il y en avait plusieurs qui ne me semblaient pas aussi pertinentes que les autres, et puis j'ai pu vous proposer une petite illustration tout à fait intéressante. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit Sebastian Kurz, le chancelier fédéral de la République d'Autriche, à l'Elysée. Et ailleurs dans le monde, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, donc le président russe et le premier ministre, je crois que c'est le premier ministre turc, je ne sais plus quel est son titre à Erdogan, s'entretiennent à Sotchi en Russie sur la question syrienne au lendemain d'élections municipales qui ont lieu en Syrie pour la première fois depuis très longtemps. Elles ont eu lieu sur à peu près les 3/4 du pays parce qu'il y a encore la province d'Idlib qui n'est pas encore libérée des rebelles, pas complètement libérée. Mardi, Emmanuel Macron va présenter son plan hôpital, nous en saurons plus à ce moment-là, et en même temps, petit parallèle, je ne l'ai pas marqué sur l'écran, mais je l'ai appris ce matin, il y aura l'élection du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Ce qui a créé un petit souci, léger souci d'organisation, puisque logiquement l'Élysée a invité les membres de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à assister aux présentations du plan hôpital, ce qui se fait traditionnellement, sauf que ça se passera exactement en même temps que l'élection du président du groupe. Donc il y a des petits problèmes d'organisation actuellement à La République En Marche. Demain soir, il y aura le premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de football, Liverpool FC contre le Paris SG. Et la petite photo illustre mes vacances, parce que c'est important de parler des vacances alors que c'est la rentrée. J'ai eu la chance de passer devant le stade de Liverpool, et c'est un endroit plutôt chouettos, hein, on va pas se mentir. Et alors que le journal d'où sont tirées ces informations proposait une photo de Nicolas Sarkozy, voilà, j'ai pris la liberté de changer cette illustration. Et enfin, début de l'édition chinoise du Forum économique mondial à Tianjin. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà. C'est bien un plan hôpital, je me suis perdu au CHRU de Besançon. Mais il faut arrêter d'aller à Besançon, Cowboy Étoile. Il faut quitter Besançon, faut arrêter, c'est fini. Dijon maintenant, Dijon, toujours Dijon. Mercredi 19 septembre, donc après demain finalement, sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne sur la question migratoire à Salzbourg, en Autriche. Il y aura également, je pense que vous n'en avez pas entendu parler, l'audition d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse devant la commission d'enquête sénatoriale. Et avant vous me posiez la question, est-ce que Acropolis va commenter l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat? La réponse est on ne sait pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de grandes chances qu'elle soit à huis clos, parce que Alexandre Benalla peut demander à ce que ce soit à huis clos. Enfin, les deux auditionnés peuvent demander à ce que ça se passe à huis clos. On pronostique le fait que ce sera le cas. Si c'est pas le cas, on avisera. A priori, ce sera à 8h30 le matin. On avisera, on improvisera. Il y a des gens qui se lèvent plus facilement le matin que d'autres. Et enfin, ce sera également mercredi les journées parlementaires du MoDem à Paris. Les journées parlementaires, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le séminaire de rentrée de chaque groupe politique qui peut se faire à des dates où l'Assemblée nationale ne tient pas de séance publique. C'est prévu depuis l'année dernière, c'est organisé depuis l'année dernière par l'Assemblée nationale. La majorité s'est réunie la semaine dernière à Tours, je crois. Ouais, je crois. C'est là qu'ils ont eu l'occasion de voter pour leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Et cette semaine, donc, il y a le MoDem qui se réunit à Paris mercredi. Et jeudi, il y a les Républicains qui se réunissent à Divonne-les-Bains dans l'Ain, dans le département de l'Ain, et les communistes au Tréport en Seine-Maritime. Pour leur journée de rentrée. Et jeudi, il y aura également la décision attendue de la Cour d'appel de Paris sur la demande d'annulation du renvoi de Nicolas Sarkozy devant les tribunaux dans l'affaire Big Malion. Vendredi, dernier jour de la procédure Parcoursup pour la rentrée 2018, la ministre Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé qu'un bilan serait fait juste après pour faire le point finalement sur cette procédure, cette nouvelle procédure mise en place pour faire suite à APB. Nous verrons quelles sont les conclusions tirées par le ministère et certainement par les syndicats étudiants par la suite. Vendredi, c'est également la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et également la journée internationale de la paix. Journée internationale de la paix qui intervient alors que l'Assemblée générale des Nations Unies va bientôt s'ouvrir. Nous en reparlerons probablement la semaine prochaine. Et enfin ce week-end, samedi, information cruciale, samedi 22 septembre,
début de la 185e édition de l'Oktoberfest, la fête de la bière à Munich, en Allemagne. Jour le plus important de l'année finalement. Et enfin, dimanche, le congrès annuel du Parti travailliste britannique à Liverpool. Rapport à la photo que j'ai mis sur l'écran, hein, incroyable. On dirait que c'est une émission qui a été préparée. Impressionnant. Du coup, je suis en train de me dire que la slide suivante est bizarre par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et Nibal nous fait remarquer qu'il y a à Guidel, c'est-à-dire une ville bretonne, les universités de rentrée du mouvement démocrate qui aura lieu en fin de semaine, effectivement. Voilà. Et certains disent qu'il y aura plus de personnes aux universités de rentrée du Modem qu'il y a eu de personnes à La Rochelle pour les universités d'été du Parti Socialiste. Voilà, je vous laisse interpréter cette information comme vous le souhaitez. Slide suivante, le programme parlementaire. Nous sommes toujours en session extraordinaire à l'Assemblée nationale, donc aujourd'hui discussion du projet de loi, du projet de loi de lutte contre la fraude, ainsi que mardi et mercredi, et mardi il y aura également les QAG évidemment. Je vous ai dit que normalement il n'y avait pas de séance mercredi, c'est bizarre que ça mette une séance quand même sur ce programme. Faudra que je me renseigne sur le sujet. Comme il n'y a pas de session extraordinaire au Sénat, il n'y a pas de séance publique, ce qui ne veut pas dire que les commissions ne travaillent pas, et c'est pourquoi mercredi il y aura notamment l'audition d'Alexandre Benalla et de Vincent Grasse par le Sénat. Pas de session plénière au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, et pas de session plénière non plus au Parlement européen pour cette semaine. 9h32, 40 secondes environ. Nous vous proposons la liste de l'équipe de rédaction que je remercie infiniment. Kylian qui a rédigé les actualités nationales, internationales et les dossiers notamment. Rédaction et présentation des actus scientifiques par MMU que vous avez entendu. Relecture correction par ce cher Nibal01 présent dans le chat qui vient d'arriver. Et remerciement à nouveau à Perceval44, alors déjà pour la tasse, mais je ne saurais trop le remercier plus que ça. Et également pour les notes qu'il a prises lors de la conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur la Hongrie. Et là vous allez me dire, oui, il manque quelque chose. J'ai teasé des annonces, notamment sur Acropolis, et il n'y a toujours pas le programme d'Acropolis. Alors, ce que nous allons faire, comme on n'a pas fini de se préparer correctement, je vais revenir en scène d'introduction, finalement. Vous voyez que le soleil s'est quand même bien levé, il y a plus de lumière. Peut-être même pouvoir éteindre la lumière, la vraie, de façon à pouvoir repasser en scène correcte. Et alors, si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Je parle tout seul, histoire de meubler, hein, évidemment, pendant les réglages techniques. Et évidemment, ça ne fait pas du tout ce que j'espérais. Mais bon, peu importe. J'ai rien relu, mais j'aime toujours les crédits. Merci pour ton soutien, Nibal. Alors. Tac. Incroyable. Paf. Paf. Il n'y a pas de remerciements pour les oiseaux, j'ai envie de dire, il y aura des remerciements pour la nature, finalement. Toujours présente, toujours là où on l'attend et où on ne l'attend pas. Alors, nous passons à la programmation de la semaine. Voilà, en plein écran parce que c'est plus joli. Que va-t-il se passer sur Acropolis cette semaine? Ce matin, il y aura une matinale à partir de 8h jusqu'à à peu près 9h45. Il est actuellement 9h35, presque. Donc, on est dans les temps. Jusqu'ici, tout va bien. Je vous rappelle que si vous voulez vous abonner aux émissions et de les avoir dans votre Google Calendar, vous pouvez l'ajouter car cette magnifique petite fonctionnalité ajoutée à mon Google Agenda disponible sur le site, réalisé par amour et par dévotion par ce bon Kobaou. Et aidé en cela par Salim, que l'on remercie tous les deux. Demain, on retrouve les QAG à 14h30, de 14h30 à 16h30, avec le duo de choc François-Jean, et non pas Jean-François. Voilà, la blague. Et première grosse annonce, le retour de Party Time avec Adrien, qui est passé dans le chat ce matin, je ne sais pas s'il est encore là. Un retour jeudi à partir de 14h30 de l'émission Party Time. Soyez là, soyez présents. Soyez debout, je pense qu'il va vous parler des universités d'été, de rentrée de tous les partis, notamment le truc de rentrée du Rassemblement National ce week-end à Fréjus. Adrien est encore là, incroyable.
Et il va certainement nous teaser également l'anniversaire de rentrée du modem qui auront lieu à partir de vendredi. Et, évidemment, on peut compter sur lui pour ça. Voilà pour cette semaine. Cette semaine de programmation. Alors, il est 9h35, désormais, 9h36, voilà. J'ai 36 minutes de retard, disons de marge, qui me permettent de vous faire une annonce incroyable. À ce moment, il y a une conférence de presse qui se tient, je pense que c'est dans les locaux de Public Sénat, pour annoncer le rachat d'Acropolis par... Non, c'est pas ça. Je suis en mesure de vous annoncer qu'à partir de mercredi 2 octobre, 3 octobre, à partir du mercredi 3 octobre, et ce tous les mercredis, de 17h à 18h, vous retrouverez une émission coproduite par Acropolis et par Public Sénat, qui va s'appeler Questions aux sénateurs, et au cours de laquelle nous recevrons chaque semaine un sénateur, avec lequel vous allez pouvoir discuter, interagir, poser des questions, faire partager vos réactions, pendant 1 heure, toutes les semaines, présenté par Jean ou par Hugo Décrypte, Hugo Traverse du coup. Émission qui sera diffusée sur le Twitch d'Acropolis évidemment, et qui sera disponible par extrait sur les réseaux sociaux de Public Sénat, et peut-être même à la télé Public Sénat, mais ça, ils font ce qu'ils veulent avec leur antenne. Et donc ça se passera dans les studios de personnes dont je ne peux pas encore vous parler parce qu'on n'a pas encore fait l'annonce, mais il est possible que vous ayez déjà vu ce plateau hier soir, si vous avez regardé le live de Stupid Economics. Voilà, donc ça c'était la grosse annonce de ce matin. Public Sénat vient de l'annoncer en conférence de presse, donc je peux vous en parler désormais officiellement, et on est assez heureux, on est complètement très heureux d'ailleurs de faire ce partenariat avec Public Sénat. Voilà, donc si vous avez des questions à poser aux sénateurs, si vous avez des choses à voir avec eux, et ce sera toutes les semaines, absolument ému, tous les mercredis de 17h à 18h, en live, évidemment, sur Acropolis. Donc on vous attend évidemment très nombreux pour venir interagir avec nos amis les sénateurs. Et je crois qu'on m'a donné le nom du premier sénateur, mais je ne sais plus qui c'est. Du coup, je ne peux pas vous l'annoncer, mais je vous en reparlerai prochainement, évidemment. Voilà. Le plateau avec les lumières à basse consommation et basse luminosité. Voilà. Comment on devient marquis de la République et quelles sont les perspectives d'évolution? Question posée par Nibal01. Nous ne manquerons pas de les poser évidemment aux sénateurs. Surtout si on reçoit Philippe Bas, le président de la commission des lois, qui dirige les auditions dans le cadre de l'affaire Benalla. Voilà. Évidemment, vous ne savez pas encore tout. Nous avons encore des annonces à vous faire. Nous avons encore des choses à vous dire. Mais vous les apprendrez bien sûr dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il semblerait que des vidéos fussent tournées et qu'elles seront bientôt partagées. Et donc je vous invite à rester stay tuned, hein, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. On est à 10 997 followers, toujours pas à 11 000. Je suis un petit peu chafouin, on va pas se mentir. Je vais pas faire le forcing, hein, c'est pas mon genre, mais bon. 3 followers, vous auriez quand même pu faire un effort. Je dis ça, je dis rien. Et il manque encore 63 subs pour obtenir la nouvelle émote. J'espère que vous appréciez la nouvelle qui a déjà été proposée pour cette rentrée, que je vous partage dans le chat. Et bonjour Buzy Éléphant. Et bonjour Vélania aussi, qui est arrivé à 9h37. C'est un horaire matinal intéressant. Effectivement, c'est la fin, Buzy Éléphant. C'était la fin de cette séance, c'était la fin de cette séquence, et le rideau sur l'écran va tomber. Je vous propose donc de nous quitter en partant sur la première des nouveautés qui a été évoquée ce matin, qui a été proposée ce matin. Je vous souhaite une fort agréable journée. On se retrouve demain pour les QAG à partir de 14h30 en direct sur Acropolis. Passez un bon lundi, passez un lundi comme un lundi finalement, un lundi ensoleillé. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur finalement dans votre quotidien, et restez en bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre entourage, parce que c'est important. Prenez soin de la nature,
comme nous l'a dit MUMU, c'est important. Et restez connectés et prenez le temps d'y penser. Et voilà, mettez un pouce bleu et partagez. On vous aime et rendez-vous sur le Discord. Et à bientôt. Et j'arrive plus à finir ma phrase et c'est terrible, incroyable.